Bonsoir à toutes et à tous, Grégoire Brisset, que je suis contente de retrouver sur cette antenne. Nous l'avions déjà entendu pour son livre Comment lire du Kennedy. Aujourd'hui, nous allons parler de son dernier ouvrage, Les femmes alchimistes. On peut dire que vous vous êtes confronté à l'alchimie opérative dès 1974 à la suite de vos expériences menées avec succès. Vous avez laissé le côté laboratoire pour vous consacrer à l'étude des grands anciens. Plusieurs livres sont déjà parus dans vos recherches, tels que François Cambriel, un alchimiste méconnu du XXe siècle, Comment lire Fulcanelli, on vient d'en parler, Les alchimistes anglais du XVIIe siècle, ainsi que ce présent ouvrage, Les femmes alchimistes, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour Grégoire Brisset, heureuse de vous retrouver. Bonjour Madame Vérin, de même, très heureux de vous voir. Vous parlez des femmes alchimistes. Dans cet ouvrage sont exposées les particularités biographiques de 12 femmes alchimistes. À peine quelques rares écrits, et essentiellement dans la littérature anglo-saxonne, sont consacrés à cette thématique. Et pourtant, une des premières références relatives à l'alchimie, en grec alexandrin du IIIe siècle après Jésus-Christ, sous la plume de Zosime, donna Marie la Juive comme pionnière du domaine initié par Dieu. Mais est-ce que ce sont toutes des femmes? Quand vous avez fait l'inventaire, est-ce que c'était toutes des femmes? Bien, là, il y en a 12 dans le livre. En fait, on en recense une vingtaine. Et effectivement, votre question est la bonne. J'en ai éliminé certaines parce que nombreuses étaient des pseudonymes utilisés par des hommes, en fait. Voilà. Celles-ci sont assurément des femmes. Et à votre avis, pourquoi ils prenaient des pseudonymes? C'était moins risqué? Aucune idée. Aucune idée. Pourquoi un pseudonyme de femme en plus, hein? Ouais, c'est plutôt le contraire. Les femmes, elles prenaient des pseudonymes d'hommes, comme George Sand, pour écrire, donc c'est quand même étonnant. Oui. Alors, est-ce que l'alchimie est l'ancêtre de la chimie? Non, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Malgré les... Non, non, pas du tout. L'alchimie, c'est un monde à part. L'alchimie opérative, quelle que soit l'évolution de la chimie organique, notamment, reste collée à ces opérations de base, en fait. Est-ce que l'alchimie est une science secrète, dépositaire de la médecine avec un grand M, universelle avec un grand U? Alors, précisément, disons que c'est un fantasme plus qu'autre chose. Mais en ce qui concerne nos femmes alchimistes, notamment certaines, celles de la Renaissance en particulier, la médecine universelle chez elles avait une très très grande importance. Voilà, elles sont beaucoup attelées à ce chapitre. Oui, Donc, il y a deux faces de l'alchimie. La première, c'est l'alchimie. La première alchimie, on peut dire que c'est le règne de l'opium, la connaissance de l'âme, percevoir l'univers autrement. le règne de l'opium, non, non, certainement pas. L'opium, non, c'est pas ça n'a aucun rapport avec l'élixir. L'opium peut apparaître dans la médecine universelle, dans la mesure où les gens universellement ont utilisé la thériaque et le laudanum, à l'époque où la médecine était fondée sur les quatre humeurs. Et là, effectivement, on utilisait l'opium à visée antalgique, essentiellement. Voilà. On l'utilisait même chez les bébés. Donc, Oui, 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 c'est une autre époque, hein, ouais, c'est une autre époque. Et la chimie, la deuxième alchimie, qui est plutôt. Donc, la première, ça serait plutôt le microcosme. Et vous dites que la deuxième serait plutôt le macrocosme, les lieux souverains de l'orthodoxie. Donc, les lieux souverains où s'exerce le pouvoir, on peut dire, hein. Plutôt une alchimie du pouvoir. tout à fait. Une des particularités des femmes alchimistes, c'est que, en règle générale, elles accèdent au pouvoir, contrairement aux hommes alchimistes, où rarement des alchimistes hommes ont accédé au lieu du pouvoir. Il faut dire aussi qu'elles étaient déjà bien placées pour y être. On verra ça plus tard, hein. Elles étaient déjà très haut placées dans la La, plus- société. la plupart, oui, Le fait de transformer le plomb en or, on est en plein dans cette histoire-là en ce moment sur notre Terre.
c'est ce grand mensonge de transformer le plomb en or, puisque véritablement, ce qui est transformé, c'est plutôt l'or en plomb, hein. Enfin, c'est les guerres qui ont fait les fortunes des rois de l'époque, et puis maintenant aussi. Oui, mais au bout du compte, il faut qu'il y ait un gain. Une guerre bien menée, enfin, du moins dans ces époques-là, c'était pour gagner quelque chose. Alors même si on investit de l'or dans du plomb, au bout du compte, il faut récupérer plus d'or, en fait, que l'or qui a été investi au départ, hein. C'est pas une guerre pour perdre de l'or, enfin, c'est inconcevable. Non, je dis pas qu'on perd de l'or, je dis qu'on gagne du plomb. C'est-à-dire que quelque part, ça me semble tellement logique de transformer le plomb en or, parce que finalement, tout ce plomb qui est déversé dans la nature, toutes ces guerres, enfin, surtout maintenant, enfin, je veux dire, les guerres de 14, enfin, les guerres de 40, c'était des guerres qui utilisaient beaucoup d'armes. On peut parler du plomb et ça s'est quand même transformé en or. Mais nous, on s'arrête au 19e siècle, hein. Donc la guerre de 14, dans ce chapitre, on n'en parle pas, Il n'y en avait pas, mais il y avait quand même des guerres déjà à l'époque. bien sûr. Il n'y avait que ça même. On se rend compte que les gens mouraient très tôt parce que finalement, ou elles mouraient en couche, ou elles mouraient de leur couche parce qu'elles avaient fait plein d'enfants, c'est ce qu'on se rend compte, hein. Et où les hommes bah, mouraient dans des duels ou dans des guerres ou assassinés. Non, la principale cause de mort, c'était l'infection, en fait. Et un des grands soucis des lignées, c'est-à-dire des lignées régnantes, c'était de pouvoir assurer cette lignée, c'est-à-dire que les femmes procréent abondamment. Et on verra, je pense peut-être vous aborderez la question, que au moins une ou deux de ces femmes alchimistes avaient pour but de préserver ces lignées, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants ne meurent pas en bas âge. Voilà, c'était en ce sens elles spécialisaient leur médecine universelle, si vous voulez, sur des remèdes adressés aux enfants, pas de l'opium cette fois, pour éviter notamment les convulsions thermiques, voilà, des nourrissons. Enfin, ça a quand même un aspect politique, hein, cette alchimie. Cette alchimie. Alors, pour les femmes qui la pratiquaient, soit elles étaient en phase et avec la politique de l'époque et elles accédaient au plus haut des sommets, Oui, soit elles étaient en opposition et elles essayaient de faire des changements, elles étaient un peu des révolutionnaires. oui, tout à fait. Tout à fait, il y a des exemples dans le livre. Bon, on peut peut-être aborder déjà Marie, on dit la juive. Peut-être ce qu'elle a vécu, pourquoi on l'appelle la juive et où est-ce qu'elle a vécu. On l'appelle la juive, probablement parce qu'elle était israélite, hein. Elle a vécu en Alexandrie aux alentours du deuxième siècle. Elle a écrit des textes d'alchimie qui ne nous sont pas parvenus. C'est Zosime, en fait, qui est connu, c'est un alchimiste connu du troisième siècle, lui d'Alexandrie, je crois également, qui a rapporté son histoire de Marie. Ah, c'est comme ça qu'on la connaît, au travers des écrits de Zosime, qu'il a donné comme fondatrice de l'alchimie en général, initiée par Dieu. Elle se disait, elle, initiée par Dieu. Oui, alors vous dites aussi qu'il y a déjà eu des traces d'alchimie dans l'Ancien Testament. Oui, 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 certainement. Notamment si on regarde le chapitre, mais alors là, il faut connaître un petit peu l'hébreu, des quatre fleuves de l'Éden. C'est tout à fait apparent à ce moment-là. Mais bon, ça fait pas l'objet de l'ouvrage, ça, c'est autre chose. Hmm. J'en parle dans un autre livre, en fait. Les racines de l'Éden ou les racines de l'alchimie, j'en parle. Dès le début de l'alchimie se retrouvent décrites deux voies, donc une lumière intérieure et qui est une union à Dieu et donc qui est de la lumière, et l'autre, celle d'un Dieu vengeur et révolutionnaire qui recherche des éléments fabuleux comme la jeunesse éternelle, la vie longue, la santé et la richesse illimitée. Donc une voie qui serait plus, on peut dire, spirituelle et une autre qui serait plus matérielle. Plus démagogique, là, ce qu'on a, en fait. Ce que vous évoquez là, ce sont deux courants qui sont pérennes, qui existent toujours actuellement, qui se retrouvent, même les deux, si vous voulez, à parts inégales dans à peu près tous les auteurs d'alchimie. D'une part, c'est le millénarisme, c'est-à-dire précisément
Dieu, oui, Dieu va revenir sur Terre et faire un jugement sur Terre en éliminant tous ceux qui ne sont pas dans sa mouvance. Ça, c'est le millénarisme. Le néoplatonisme, par contre, c'est plutôt retrouver Dieu en soi, si vous voulez. Voilà. Le millénarisme, en général, fait appel à des classes, du moins à une idéologie populiste, très populiste même. C'est purement démagogique, propagande révolutionnaire. Le néoplatonisme, ça faisait plutôt partie, à l'époque, mais encore peut-être maintenant, je ne sais pas, actuellement, je ne sais pas, des classes plus cultivées, si vous voulez, où on se pose la question, est-ce que j'ai pas trop demandé? On se pose des questions sur soi-même, est-ce que j'ai pas trop demandé? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Vous voyez, plutôt que de dire tout va venir de l'extérieur. Et voilà, je vais être vengé, quoi que j'ai fait. Ce sont des idéologies radicalement différentes, On est un peu dans ça encore en ce moment, hein. je pense. C'est Non? probable. C'est probable, oui, oui. On est en plein dedans. Alors, Marie dit n'avoir été initiée que par Dieu lui-même. Oui. Est-ce qu'elle aurait tenté de détruire Rome comme les premiers chrétiens? Non, justement, je ne pense pas. Je pense qu'elle a été beaucoup plus maligne que ça. Et en tant que femme intellectuelle et intelligente israélite de l'époque, elle avait certainement une connaissance de la Torah approfondie, de l'Ancien Testament. Et donc, elle a dû se modifier, enfin, modeler sa conduite, pardon, sur l'histoire de Joseph avec le Pharaon. Joseph n'a jamais tenté de détruire l'Égypte, c'est-à-dire Misraïm et l'appareil du pouvoir de Pharaon. Au contraire, il s'est fait nommer numéro 2, si vous voulez, de l'empire égyptien, et il s'est rendu indispensable. Il a géré, si vous voulez, avec la confiance du Pharaon. Je pense que c'est plutôt ça, sa conduite à elle. C'est beaucoup plus malin que de tout détruire, vous voyez. Je lui prête ça, moi. Oui, puis elle avait un instrument, un outil destiné à faire fondre des cires qui est paru suspecte. Pyrotakis. Pyrotakis, oui. Quand on décompose ce terme en mots grecs, mais enfin là, je ne vais pas tout dévoiler parce que je ne veux pas rentrer dans le cœur de l'ouvrage, mais enfin, c'est écrit dans le livre. On se rend compte qu'elle avait pris des précautions, si vous voulez, voilà. C'était fait des réserves. Oui, c'est souvent codé, le langage alchimiste. Pas complètement, oui. Alors justement, on était à cette époque où les chrétiens, et puis après, étaient un peu, la classe dirigeante était un peu dégoûtée des jeux du cirque. À cette Oui, époque, refuser le service militaire, enfin refuser d'aller à l'armée, c'était puni de peine de mort. Or, les chrétiens ne voulaient pas aller se battre. il ne voulait pas servir l'empereur. Il ne voulait pas pratiquer le culte de l'empereur. Le Christ, c'était tout. Il servait le Christ et pas l'empereur. Le Christ s'est dit ne tueras pas, tu ne tueras point. Le Christ des premiers siècles est présenté comme un Christ vengeur, hein. Il revient sur Terre pour éradiquer tout ce qui n'est pas exactement en train de le prier. Sur Marie ou Myriam, Marie la Juive, on va s'arrêter là. Alors, il y a aussi tout ce qui est, avant d'aborder les femmes alchimistes, il y a tout ce qui est femme autour de l'alchimiste, la femme de l'alchimiste, hein. Il y a la femme de Nicolas Flamel, la femme Oui, de Jacques Coeur, ce sont des femmes qui étaient importantes. oui, tout à fait, oui. Et même dans l'iconographie, si vous voulez, quand on regarde le Motus Liber, paru à La Rochelle, je ne sais pas en quelle année, de façon anonyme, je crois, on se rend compte que toutes les opérations, vous connaissez le Motus Liber, C'est juste comment dire, des illustrations. tout à fait, sans texte, et on se rend compte que toutes les opérations opératives sont menées conjointement par l'homme et par la femme. Ça apparaît tout le temps. Il y a aussi la demoiselle magique qui est le reflet anobli de sa modeste sœur, la sorcière. Alors, ça, nous sommes à ce moment-là au Moyen Âge, aux alentours du 12e, 13e siècle, à une époque où l'orthodoxie chrétienne était extrêmement forte. Et euh, au fond, l'éducation était essentiellement fondée sur un patriarcat. Mais la femme, lorsqu'elle est intelligente, on ne peut pas l'empêcher d'être intelligente et d'avoir une certaine curiosité. Dans ce cas-là, elle inspire. Donc, elle avait inspiré
les auteurs des romans courtois, si vous voulez. C'est comme ça qu'on retrouve la demoiselle magique qui apparaît, qui a une vocation alchimique très nette, dans le roman du Graal et celui de Tristan et Iseut. Après 13 siècles d'un immense Oui, désert, après donc Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 13 siècles de désert? précisément parce qu'il y a une orthodoxie en place. Dès qu'il y a une orthodoxie, pas, si vous voulez, tout ce qui est le pouvoir, tout ce qui est l'extase, tout ce qui est, enfin, tout appartient à l'orthodoxie. Et il y a des canons, si vous voulez. Il est pas question de travailler en amateur en parallèle, si vous voulez, voyez. Donc il y a l'Inquisition. L'acquisition, c'est quand même pas dès le départ, hein. C'est un peu plus tard. Et donc c'était interdit d'y toucher quand même, quelque À part. quoi? Ben, à l'alchimie. Oui, certainement, sauf pour les... On verra deux femmes nobles, effectivement, qui étaient très, très haut placées, qui ont réussi à être alchimistes, mais sans cela, il valait mieux être inspiratrice, de se lancer dans des produits qui étaient suspects. Qu'est-ce que vous appelez inspiratrice? Eh bien, inspiratrice des romans, des romanciers. Ah oui, d'accord. Ok. Oui. Alors, celles qui ont réussi, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont réussi, mais malheureusement, dans votre liste, il y en a aussi pas mal qui ont échoué. La première, Anne de Bretagne, 1477, qui s'est retrouvée reine de France en 1492. Alors, toutes ces femmes, souvent, elles sont orphelines très tôt. Oui, bravo. Vous avez remarqué. Ouais, et Exact. il y en a qui meurent jeunes aussi, hein, parce que et ils sont mariés jeunes. Elle a 14 ans. 14, 15 ans, 14, 15 ans, en général, ils étaient mariés, oui. Elles ont Oui, une très bonne éducation en général, oui, oui. ce qui semble logique, hein, puisque elles n'auraient pas pu atteindre à l'alchimie si elles n'avaient pas reçu une éducation suffisante et connu les gens qu'il fallait. Anne de Bretagne, donc, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Anne de Bretagne est une femme extraordinaire. D'une part, elle avait hérité du duché de Bretagne, qu'elle tenait à conserver de manière autonome le plus longtemps possible, parce que sur ce duché existaient des visées politiques, notamment de l'Autriche, de la France, etc. Et finalement, après diverses errances, elle a épousé, ou elle s'est fait épouser par un roi de France, Charles VIII, le fils de Louis XI. Et au décès de celui-ci, dans le contrat de mariage était stipulé qu'au cas où le roi meurt, elle était tenue d'épouser son successeur, c'est-à-dire de rester française. Donc elle a épousé Louis XII, qui était le fils adoptif de Louis XI, donc le frère de Charles VIII, en fait. Voilà, déjà. Ouais, elle est veuve à 21 ans quand même, hein. Ça fait jeune. Elle met au monde deux filles seulement viables. Usée par les grossesses, elle décède en 1514 à 37 ans seulement. Ce qui est essentiel du point de vue de l'alchimie dans son cas, ce qui avait été retenu par Fulcanelli, et qui est toujours notable, c'est qu'elle a commandité l'exécution du tombeau de ses parents, qui était à l'église des Carmes et qui est actuellement le mausolée de ses parents dans la cathédrale de Nantes. Et à la tête et aux pieds donc, du duc et de la duchesse de Bretagne se tiennent quatre vertus cardinales qui sont représentées comme, en tant que statuaires, c'est-à-dire la justice, la force, la prudence et la tempérance. Et ces quatre statues sont munies de symboles qui, pour Fulcanelli et encore maintenant pour la tradition, sont à vocation alchimique. Voilà. C'est à cela qu'elle a été reconnue comme alchimiste, en fait. Mais est-ce que c'est pas plutôt son dessinateur Jean Péréal ou son sculpteur Michel Colombe qui l'était? Comment on peut savoir que c'était elle? Elle devait être au courant un peu des symboles, mais dans la mesure où elle était commanditaire, c'est elle qui disait je veux ci, je veux ça. Oui, elle demandait les symboles qu'elle voulait, en fait. Hein. C'est pas, je ne vois pas comment on aurait pu lui imposer. Ça me paraît délicat. Hein. C'est une Alors la dame de... seconde, on se demande enfin, pourquoi elle est connue, c'est Jeanne de Vivonne, qui est Oui, née en 1511 et est morte en 1583. oui. Pourquoi elle est connue? Eh bien, parce que c'était l'épouse d'un seigneur qui était propriétaire du château de Dampierre-sur-Boutonne.
Et ce seigneur est mort avant que le château ne soit construit. Alors, la grande question que s'est posée Fulcanelli, qui reste toujours d'actualité, c'est qui a été à l'origine des symboles qu'il a reconnus comme étant de nature alchimique, qui sont dans la galerie extérieure, dans les plafonds en caisson de la galerie extérieure du château des Empires sur Boutonne. Et tout porte à croire que elle était, que Jeanne de Vivonne ait été initiée, parce que en plus, de par sa mère, c'était une Daillon. Et Daillon on remonte en deux générations, on remonte à l'ami intime de Louis XI, si vous voulez, voyez, avec le règne des grands argentiers. Donc elle était dans une lignée de gens extrêmement informés. Euh, Fulcanelli récuse pour elle l'Adepta parce qu'il dit qu'elle était trop jeune, elle avait 25 ans. Or, une des rares données biographiques qu'il donne sur lui-même, quand il dit j'ai été initié, il dit j'ai été initié à 24 ans. Donc, vous voyez, l'âge n'est pas rédhibitoire à ce moment-là, puisque 24 ans pour lui, ça suffit, mais 25 ans pour elle, ça ne suffirait pas. Donc, on peut récuser l'argument, si vous voulez, dire qu'elle était parfaitement initiée à 25 ans. Si tant est que elle avait vraiment 25 ans à cette époque. Il semblerait qu'elle ait eu un peu plus, en fait. Voilà. On passe tout de suite aux échecs. Est-ce Oui, que ces échecs sont liés aux montées du luthérisme à cause du millénarisme? Pourquoi il y a des échecs? On se pose la question, mais c'est peut-être pas lié à ça. Alors la première, c'est Anne-Marie von Ziegler, oui, 545-1575, donc elle est morte à 30 ans, celle-là, oui, malgré tout ce qu'elle a pu faire. C'est ça qui est fou, c'est qu'ils font... Ils ont des vies courtes, mais... Alors, la oui, formule du sang du lion oui. pour l'élaboration de la pierre philosophale. Oui. En fait, la pierre philosophale, quand on lit la formule du sang d'union, je ne veux pas trop dévoiler ce qu'il y a dans le livre, mais enfin, la pierre philosophale, c'était elle. Voilà. Elle était censée mettre au monde un enfant tous les mois, à condition qu'on l'unise au fils de Paracelse. Et ces enfants étaient les nouveaux Christ, là, c'était la nouvelle humanité rédemptée, si vous voulez, de l'ère protestante, de l'Allemagne du Nord. Vous voyez un peu la conception qu'elle a portée voilà. Oui, on l'appelait la Vierge protestante. Elle parlait Oui, de faire des enfants nourris au sang de lion voilà, uniquement, qui seront précurseurs de l'humanité à venir et les futurs saints et saintes de l'humanité protestante régénérée. oui. Ça s'est pas trop bien fini pour elle, je crois, hein. Non, très très mal même. Non, non, parce que elle fréquentait des gens précisément peu fréquentables. Et, c'était un trio dit d'alchimistes, mais enfin c'est très suspect. C'était surtout des gens pas très honnêtes. Chaque fois, elle a été mêlée à trois affaires où chaque fois ils ont fui tous les trois en emportant l'argent des contrats sans honorer les contrats. Dans des duchés, si vous voulez, qui étaient en guerre, et là, en Allemagne, ça pardonnait pas, quoi. Elle a été, a réussi à s'échapper une fois, deux fois, la troisième fois, ils sont tous fait rattraper. Ils avaient volé, en fait. Ouais, c'est pas elle qui a terminé par le feu, non? C'est pas elle? Et oui, ils l'ont malheureusement brûlé. Ouais, bah, à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Après, on a Martine de Berthereau, 1590-1643. Oui, alors, oui, c'est une toute autre affaire. Martine de Berthereau, elle, dès le départ, elle naît dans une famille où on est savant dans ce qui est les mines de tout métaux possible, si vous voulez. Et par contre, sa manière elle a eu des déboires avec Richelieu, parce qu'elle lui a proposé un contrat, je ne vais pas dévoiler non plus c'est dans l'ouvrage, elle lui a proposé un contrat, c'est-à-dire l'État. Alors moi, si, en gros, moi, Martine Berthereau, si je suis l'inventrice, comme on dit, si je trouve une mine d'or, je vais prendre tant pour cent et l'État aura tant pour cent. Et en fait, on va se rendre compte que ce qu'elle a proposé, c'était pas du tout dans les mœurs des cours européennes. Elle essayait en fait de tirer la couverture à elle. Déjà, Elle ça faisait n'a pas plu non plus. comment? Elle disait, Sa Majesté a le droit de 10% pour les souverainetés de la couronne, comme ont tous les autres princes chrétiens, à savoir
sur l'or, l'argent, le cuivre, le fer, et c'était faux, ça elle avait menti. Mais Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'elle disait que la Terre est un organisme vivant qui a son temps propre d'évolution et qui connaît des générations. Les minéraux sont des êtres dotés de vie et à l'état de gestation, et seul un doigt féminin peut extraire ces métaux immatures sans provoquer des dégâts cosmiques. Je trouve ça génial, mais elle n'a pas tout à fait tort. Moi, je pense ah, que les pierres sont un peu vivantes. alors ça c'est génial si vous voulez, mais ça date depuis la plus haute antiquité. Les premières traces qu'on trouve de l'alchimie, c'est-à-dire en Mésopotamie, où la montagne, qui est susceptible de recéler les mines contenant les métaux, donne dans un premier temps du fer, et avec, moyennant un temps d'évolution compté en siècles, sinon en millénaires, tout aboutit à de l'or, mais à condition de laisser à la montagne le temps de sa gestation. Par contre, quand un mineur va prendre un métal, c'est une espèce de viol de la montagne, si vous voulez. Il ne laisse pas le temps de maturation. Et d'après les conceptions antiques, seul une alchimiste ou un alchimiste pourrait avoir le don, c'est une légende, hein, d'apaiser la montagne et de transformer le fer ou le plomb en or, si vous voulez, sans passer par tous les métaux intermédiaires, notamment le cuivre, l'argent, le cuivre, vous voyez, les métaux courants, quoi. Voilà. Alors, c'est peut-être ce qu'elle dit dans La restitution de Pluton. La restitution de Pluton, non, elle veut qu'on lui rende ce qui lui a été dérobé par un. Lorsqu'avec son mari, ils étaient aux alentours de la Bretagne pour chercher des métaux, à cause du tapage qu'ils faisaient, parce elle se baladait pas seule, elle se baladait avec une quarantaine ou une cinquantaine de mineurs, des Tchèques et des Allemands, et ils posaient des questions à un tas de gens pour savoir un petit peu, pour avoir des indices là où il y avait des mines. Et elle posait des questions farfelues, d'une part, pour pas se faire, pour pas que les gens aient l'idée de ce qu'elle allait faire et aillent à la mine avant elle, si vous voulez. Mais par contre, un prévôt, je crois, ou enfin, un magistrat de l'époque, a dit c'est de la sorcellerie. Et il s'est arrangé pour lui confisquer tout ce qu'elle avait déjà de côté, notamment son matériel de prospection. Et c'est ça la restitution de Pluton. Elle demandait que lui soit restitué tout ce qui lui avait été volé par ce magistrat, en fait, avec des termes assez indélicats, si vous voulez, concernant le roi et Richelieu, ce qui a fait ils l'ont embastillé, quoi, rapidement. C'est Oui, comme parce ça que ça s'est fini, quoi. qu'au départ, elle était allemande, elle n'était pas française. Non, elle est Elle française. est venue et revenue. Elle a eu un premier problème en France et elle est revenue. Et Non, 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 elle est française, mais avec son mari, ils ont travaillé longtemps en Allemagne, si vous voulez. Et puis ils sont revenus, et tout ça en pleine guerre de 30 ans en Allemagne, où il y avait la lutte des protestants contre les catholiques. Vous voyez, une ambiance assez délétère et très, très agressive, en fait. enfin, elle finit, lui à la Bastille et elle à Vincennes, où ils vont décéder tous les deux. Elle est morte 2 ans avant son mari, d'ailleurs. Oui, oui, un au Châtelet et l'autre à la Bastille, oui. Ouais. Ce sont les deux grands échecs. Alors, on passe aux italiennes, mais on est toujours dans les échecs, là, hein. Non? Non, 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 on non, est dans les non, italiennes et on n'est non, pas pas dans les du tout. échecs. Non, les deux échecs, c'est Ziegler et Mortoro, hein. D'accord. Les italiennes, toutes admettent une origine italienne. On les appelle les italiennes. La plupart, c'est sous la Renaissance, sauf la dernière, au siècle des Lumières. Les Médicis, ils ont été là pendant plus de 5 siècles. Ça commence avec Catherine de Médicis, 1519-1589. Elle a quitté ce monde à 70 ans, elle, quand même, c'est pas mal. Alors, quelles étaient les croyances à son époque? Quelles étaient les croyances à son époque? C'était le catholicisme. Nous sommes en Europe du Sud. Euh, c'est le catholicisme. Oui, donc ils croient au diable aussi, hein, comme au Moyen Ben, Âge. plus qu'au Moyen Âge. À la Renaissance, on voit le diable partout, en fait, à cause de la contre-réforme, en fait. Vous voyez. Lorsqu'il y a des tensions politiques, on a tendance à dire c'est l'ennemi qui inspire le diable ou le diable qui inspire l'ennemi, si vous voulez. Vous voyez, ça va de pair. Mm. Euh, Ça nous parle, ça nous parle. Alors, oui. elle a été stérile pendant 10 ans. Après, elle met au monde 10 enfants en 15 ans. Mhm.
dont 3 qui ne survivent pas. 14 ans de mariage. Après ces 14 ans de mariage, je pense que son homme meurt, son mari meurt, elle devient veuve. Oui, Henri II. Par contre, son mari, ben, il s'est épris d'une certaine Diane de Poitiers. Alors après, il meurt. Il y avait ces prédictions célèbres de Goric. À l'époque, c'était aussi l'époque des prédictions des astrologues. Il y a Goric, Nostradamus et puis un troisième, là. Cône, Géry. Oui, c'est ça, Ruggieri. Voilà, ils apparaissent tous les trois. Ce sont des cerveaux, ces gens-là. Ce sont des mathématiciens, des astrologues, des astronomes, des alchimistes, enfin, des mages, tout ce que vous voulez, hein. Voilà. Dans cela qu'on l'a dit alchimiste. Il était toujours au contact, soit avec un, soit avec l'autre. Et qu'est-ce qu'elle laisse donc, cette Catherine de Médicis, pour penser qu'elle est alchimiste? Comment on peut penser qu'elle est alchimiste, elle? Parce elle a côtoyé des gens comme Nostradamus. Nostradamus, Goric, oui, et Ruggieri, bien sûr. Mais est-ce Oui, qu'elle a laissé des traces? des traces de quelles traces? Ben, des traces qu'elle était alchimiste. Et vous cherchez des traces d'alchimie, hein, je vois pas trop. Qu'est-ce que vous entendez par traces Ben, il y en d'alchimie? a d'autres. C'est les celles d'après, elles écrivent des livres, ou l'autre, la première, Ah, c'était la il y en princesse. a très peu qui écrivent des livres. Je crois qu'il y en a, il y en a trois en tout, c'est tout, hein, Ouais. sur les... c'est la rareté, ça, écrire un livre d'alchimie. Il y en a trois, vous les verrez, enfin, je pense qu'on les verra. Sans cela, il faut déduire, c'est pas... Vous savez, c'est une époque où, quand même, c'est une femme qui était reine, et quand un astrologue s'approche d'elle en lui disant, je peux dire ceci, cela, il ne peut en aucun cas cacher sa science à la reine, hein. C'est pas possible. L'affaire au pouvoir en direct, c'est pas, on peut pas cacher ses modalités opératoires, hein. Donc, il était Et forcément ça au n'a pas courant. empêché de son mari de mourir alors qu'il était prévenu, hein. Oui, parce qu'il n'a pas écouté. On Il a a dit, prévenu il alors a qu'il dit, avait, on lui avait dit 2 fois la même chose. oui, de pas faire ce duel, et puis voilà. Mais peut-être que c'est écrit et qu'on peut pas changer les choses aussi, hein. Alors, Marie de Médicis, Oui, 1575-1642, 67 ans, 3 ans, orpheline de mère, 12 ans, orpheline de père, élevée par Ferdinand Ier de Médicis, fortement soupçonné d'avoir empoisonné à l'arsenic son frère François Ier et sa maîtresse Bianca Capelle au cours d'un repas. Elle commence bien sa vie, celle-là aussi. oui, elle a été donc adoptée par l'homme qui est suspecté d'avoir empoisonné son père, François Ier Médicis. À Poggio di Caiano, c'est un lieu où précisément l'empoisonneur avait son palais. Elle se marie en 1600, elle a 25 ans, avec Henri IV, Oui. qui a 47 ans. Mhm. Elle met au monde 5 enfants, Oui. dont un qui va mourir très jeune, c'est le duc d'Orléans, qu'on appelle Monsieur d'Orléans, qui meurt à 3 ans. Elle a été sacrée reine de France en 1610, donc c'est pas n'importe qui, cette Marie de Médicis. On l'appelait Marie la grosse banquière, parce que finalement c'était encore une histoire d'argent. Sur la dot, un mariage intéressant. Pour les uns et pour les autres, d'ailleurs. Pour les uns, avoir de l'argent, et pour les autres, étendre le champ de leur relation. Oui, ça c'est pour combler les dettes. On pourrait pas faire ça à notre époque, là, trouver des alliances entre des gens très riches, là, qui sont... Ah ça, ben, ça se fait sans qu'on soit au courant, hein. Franchement, si vous êtes une banquière, vous pouvez faire un riche mariage avec un homme d'État actuellement, hein, c'est sûr, bah, hein. je pense, ouais, mais ça se trouve, ça se fait sans qu'on le sache. Bon, alors, est-ce que les Italiennes étaient toutes vouées à la sorcellerie et au poison? C'est la question qu'on se pose, parce qu'elles avaient une mauvaise réputation quand même. Oui, non, mais alors ça, c'est de l'anti-italianisme primaire, si vous voulez, hein, qui a été contrebattu notamment par l'historien dont je me suis muni de Marie Médicis. Et cet historien a redressé toute cette affaire, en fait. Ouais, c'était toute l'époque des poisons, hein. On va passer à Catherine Sforza, 1463-1509, celle qui laisse ses enfants en otage pour négocier la reddition de Forlì, la Oh, première femme à avoir écrit un traité d'alchimie. voilà, voilà,
tout à fait. Oui. Il a écrit un traité d'alchimie. On y débusque la formule de l'élixir. Absolument. Et c'est assez complexe, hein. Enfin, je dévoile ça dans l'ouvrage, mais ça tombe pas sous le sens quand on lit comme ça, hein. Il faut décrypter. Ça On le, devient évident. on le trouve en français, ce livre, Experimenti, paru en 1500. Ah non, enfin, je sais pas, on trouve des extraits un peu dans certains ouvrages. Oui, on trouve des extraits des expérimentés, notamment le fameux extrait où il y a la preuve, si vous voulez, une fois décryptée, qu'elle connaissait la formule de base. Oui. Après, on passe à Camille et Herculiani. On ne sait pas Mhm. sa date de naissance, mais elle est morte en 1584. Ça, c'était la fille d'un marchand d'épices de Padoue. Oui. Donc elle n'est pas par rapport aux autres, elle ne vient pas d'un milieu très aisé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a très peu de renseignements biographiques sur elle, hormis le fait que Padoue, à cette époque-là, était en vogue, parce que c'est quand même une cité qui était dans l'orbite des premières grandes villes qui ont lancé la Renaissance, si vous voulez, la Renaissance. Il y avait une très bonne faculté de médecine, et elle avait épousé en première noces un apothicaire qui est mort assez rapidement. Elle a réépousé un autre homme qui a hérité, si vous voulez, par son truchement à elle, de l'apothèque du premier. Voilà. Elle a donc toujours été, elle était apothicaire en fait. Elle. On disait spéciale à l'époque en Italie, une spéciale. Elle a écrit, je pense, la Era di Philosophia Naturelle. Philosophie naturelle, à l'époque, ça voulait dire ce qu'on appelle maintenant science, hein. Ça veut dire Ouais. science. Voilà. Sauf que quand on le lit, son traité, c'est vraiment particulier, hein. Je ne sais pas si vous avez si vous avez bien lu les commentaires que j'en fais. Ouais, je vais me permettre de lire à la page 117 Oui, comment elle voit le déluge. Elle voilà, c'est ça. se compose de quatre éléments, eau, air, feu et terre. Mais chez lui, l'élément terre est prépondérant. À sa mort, l'homme restitue cet élément essentiel de sa composition à la terre. Seulement, à l'époque du déluge, pour elle, l'homme vivait trop vieux, donc trop longtemps, de sorte que la terre souffrait de ce manque de masse et par voie de conséquence, l'élément eau y a pris le dessus. Le déluge aurait donc eu une cause naturelle. C'est parce qu'il n'y avait pas assez de morts sous terre pour récupérer. Si vous voulez, non seulement c'est un peu particulier, hein, vous en conviendrez, mais de surcroît, pour si vous voulez, les autorités catholiques de l'époque, elle a été quand même convoquée par l'Inquisition. Elle n'aurait pas été ennuyée en fait, mais elle a été quand même convoquée, interrogée, parce qu'elle empiétait malgré toutes les précautions qu'elle avait prises, elle empiétait sur le domaine de la théologie. Parce que pour la théologie, ben, le déluge, c'est une punition de Dieu et c'est pas naturel, c'est divin. Voilà. Elle, non, elle disait c'est naturel, moyennant les explications là que vous avez livrées, effectivement, c'est comme ça qu'elle voyait les choses. Voyez. Alors par contre, on s'est rendu compte qu'elle était alchimiste à cause d'une de ses insistances dans une formule de la thériaque qu'elle livre. Normalement, dans la thériaque, effectivement, il y a de l'opium, c'est l'élément essentiel, mais elle insiste sur les vipères de Padoue. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Et quand on interprète convenablement le mot vipère, là, on se rend compte que effectivement, on touche à l'élixir. C'était pas les langues de vipère qui étaient à Padoue pour la contredire. Ça peut pas être un langage aussi. Non, 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 c'est pas des langues de vipère, non, non, non. Non, non, c'est décodé. Là, il faut faire appel à l'hébreu cette fois, et pas au grec comme la dernière Il fois. faut quand même savoir l'hébreu, le grec, le latin. Il faut en Mais savoir l'italien là. c'est ça l'alchimie, hein. L'alchimie, c'est ça, hein. Il faut faire un effort pour décoder les textes, hein. C'est pas évident, hein. Alors on va passer à Anne-Marie-Louise de Médicis, 1667-1743. À 7 ans, son père et sa grand-mère maternelle lui transmettent des recettes, des formules, des choses comme ça. Ça venait en droite ligne des Sforza, hein, Ouais, et puis des Médicis aussi, parce que je veux dire. pareil, puisque elle avait épousé un Médicis. Voilà, c'est comme ça que ça s'est transmis en ligne directe. Donc à 24 ans, elle se marie, mais elle n'a pas d'enfant. Elle retourne chez son père quand elle a la cinquantaine, je crois. Oui.
Elle hérite du réseau commercial de Cosme III, donc son père. Elle est spécialiste des convulsions hyperthermiques du nourrisson. Avec elle, ce sont les Médicis qui s'éteignent. Elle a eu le temps, finalement, comme elle n'a pas eu d'enfant, elle a eu le temps d'étudier, elle a eu le temps de... D'ailleurs, pour elle, c'était fondamental parce que grâce à justement, c'est elle qui a hyper développé la médecine universelle et notamment ce produit contre le mal caduto, c'est-à-dire la mauvaise chute, euh, qui était destiné à contrebattre l'hyperthermie, les convulsions hyperthermiques de l'enfant, qui frappait les lignées. Et grâce à cette formule qu'elle avait mis au point, elle faisait part de ses produits gratuitement dans toutes les cours d'Europe. Ça lui permettait d'avoir des alliances, si vous voulez. Encore une fois, parce que de même que Imola et Forlì, à l'époque de Catherine Sforza, étaient des petites cités qui étaient l'objet de convoitises, notamment du pape Borgia, cette fois-là, Florence était devenue l'objet de convoitises ou de l'Espagne, ou de l'Autriche, si vous voulez, ou de la France. Finalement, c'est l'Autriche qui a fini par l'emporter. Et elle a fait une guerre de retardement extrêmement brillante, elle, si vous voulez. Jusqu'au bout, elle a rompu toutes sortes d'alliances de gens qui complotaient pour précisément essayer de s'emparer de Florence. Elle a réussi, en fin de compte, au moins une chose, c'est que lorsque les Autrichiens, malheureusement, ont réussi à envahir Florence et à s'en accaparer, à faire en sorte que la pinacothèque du palais Pitti, c'est-à-dire là où sont tous les tableaux de la Renaissance, il y en a une multitude, ne soit pas emportée en Autriche et demeure sur place. Les œuvres d'art donc, de la Renaissance, Florence étant le berceau hein, de la Renaissance, ont pu rester à Florence grâce à elle quand même. C'est pas mal. Vous avez une idée de ce qu'il y avait dans sa formule pour l'hyperthermie, là, pour les fièvres? Il y avait Bien du... sûr, mais c'est dans le livre, ça, c'est dans le livre, mais elle est rusée, c'est tout à fait détaillé dans l'ouvrage. On va peut-être pas dévoiler ça maintenant, il faut un peu de suspense. Il y a un produit qui a été, si vous voulez, étudié par des biochimistes modernes, et on sait que c'est tout à fait pertinent ces cas ça peut être pertinent dans ces cas d'épilepsie, mais seulement pour pas qu'on découvre son astuce, elle l'avait mêlé à d'autres produits qui, eux, sont inertes, si vous voulez, voyez. Alors, on va passer aux Anglaises avec Catherine Jones, Oui, oui. 1615-1691, orpheline de mère à 15 ans. Elle est mariée aussi à 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Catherine Jones? C'était la fille de l'homme le plus riche d'Angleterre, Richard Boyle, parce qu'elle est née Boyle, et qui avait une propriété en Irlande qui faisait à peu près un département français, si vous voulez. Vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à réaliser le jardin du château, le château de Lismore. Le jardin, ça faisait un département à peu près français. Et dans ce département, il y avait toutes sortes de mines. Et lui, son métier, il était canonnier, c'est-à-dire qu'il fabriquait les canons pour la couronne d'Angleterre, les canons, l'artillerie, si vous voulez. Voilà. Il s'est fait une fortune colossale. Son deuxième grand titre à elle, c'est qu'elle était la sœur de Robert Boyle. Robert Boyle, c'est un physicien bien connu et un alchimiste de premier plan, si vous voulez. Voilà. Or, elle a toujours suivi de près son frère, parce qu'il était plus jeune. Elle s'en est occupée étroitement et elle avait des laboratoires. À la fin, d'ailleurs, au départ, elle avait un laboratoire à elle, parce qu'elle était praticienne. Et à la fin, elle a habité Pall Mall, c'est-à-dire les quartiers encore actuellement huppés de Londres, hein. Elle habitait là-bas avec son frère Robert Boyle, et tous deux avaient un laboratoire, si vous voulez, sur place. C'est comme ça qu'elle a appris l'alchimie. On passe à Marie-Anne Atwood. Atwood, ATW2OD, 1817-1910. Elle est née à Dieppe, mais elle n'est pas française. Elle est anglaise. Oui, mais c'est justement après le congrès de Vienne, là où les Anglais avaient malheureusement battu. Et donc les Anglais commençaient à coloniser, mais en fait s'installer sur les côtes françaises. C'est pour ça qu'elle est née à Dieppe. Voilà. Elle, c'est son papa qui était le grand homme de sa vie, puisqu'elle s'est mariée à 54 ans, quand même, pas avant. Jusque-là, elle a vécu avec son papa, son père, qui était un retraité moyennement fortuné, mais surtout un alchimiste. Voilà. Donc, elle a écrit un ouvrage, qui est un traité d'alchimie extraordinaire. Alors, elle a fait un ouvrage splendide qui vaut son pesant d'or,
le plus beau traité d'alchimie que j'ai pu lire, moi, et je suis pas le seul à le dire. Et simplement, elle a eu l'imprimature, enfin, le livre s'est vendu bien, mais son père ne l'avait pas lu. Lorsqu'il a commencé à le lire, il a pris peur et a retiré strictement tous les exemplaires qu'il a pu de la vente, de la publication et de la vente, si vous voulez. Donc cet ouvrage a failli disparaître, si ce n'est qu'il en restait deux exemplaires et il a été relancé en 1918 grâce à un franc-maçon anglais, si vous voulez. Voilà. Alors pourquoi il a été retiré? Son père dit parce qu'il y avait trop de secrets d'hermétisme dévoilés. Moi, je suis une toute autre piste, mais là encore, je ne veux pas dévoiler, hein, c'est dans l'ouvrage. Je suis une toute autre Oui, oui, il piste. faut pas tout dire, faut pas tout dire. Non, mais c'est quand même extraordinaire parce que cette femme, elle a écrit, comme vous dites, Ah oui, oui, fabuleux. le plus complet traité d'alchimie jamais écrit, hein. Même C'est un, depuis, c'est un très très beau, oui, oui, oui. même Vous avez le titre en anglais, vous pouvez le lire alors là, j'ai parce que écrit Suggestive Inquiry into the Hermetic Mystery. Alors, voilà, hein, vous vous rendez compte, c'est magnifique, hein. on comprend mieux en français, voilà. Rien que ça, vous voyez un petit peu, rien que le titre vaut le détour, voilà. Ouais. Non, c'est un ouvrage magnifique en fait, hein, c'est un Et ouvrage magnifique. vous pensez que maintenant, en 2025, il n'y a jamais eu quelque chose d'écrit de mieux que ce qu'elle a fait? Et c'est très complet, il y a tout, il y a l'histoire de l'alchimie, il y a la formule de la pierre philosophale qui est distribuée de la manière la plus classique qui soit, la plus canonique, c'est-à-dire par dispersion des sciences. Il faut recouper la page 20 et la page, je sais pas moi, 434 pour arriver à mettre, à coller les bouts, hein. C'est très bien crypté, il y a vraiment tout. Mais vous retrouvez des thèses du millénarisme, les thèses du déisme, vous voyez, il y a vraiment tout dedans. Néoplatonisme, je veux dire, voilà. Il y a vraiment, vous retrouvez vos métaux, etc., là, qui passent du fer à l'or, etc. Il y a toutes les légendes de l'alchimie, il y a absolument tout là-dedans. Elle a presque vécu 100 ans, elle, hein. Ah oui, oui, elle a vécu très, très âgée, hein. Oui, 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 ouais, elle a très, très bien vécu. Oui, à la fin, elle fréquentait des théosophes. Elle fréquentait des théosophes, des femmes théosophes en Angleterre, vous voyez. Ouais, comme Blavatsky, c'est l'époque. Exactement. Vous avez raison, c'est tout à fait ça. Ouais, qui est très controversé, Blavatsky. Bon. Ah, maximum, oui, oui, oui. On va passer à la dernière, ce qui est un cas à part. Là, on part en Suède avec Christine de Suède, 1626-1689. Elle a écrit la biographie de la vie de la reine Christine faite par elle-même, dédiée à Dieu. Oui. Alors celle-là, c'est une guerrière au départ. Ah oui, parce qu'elle est la fille d'un homme qui était un général d'armée très impressionnant. Les Allemands l'avaient baptisé le Lion de minuit, puisqu'il a réussi à descendre avec ses armées protestantes jusqu'à ravager Vienne, si vous voulez, je ne sais pas si vous voyez, mais enfin, il a traversé toute l'Allemagne jusqu'en Autriche, quand même un sacré exploit. Bon, il est tombé sur un général autrichien qui l'a fait tuer finalement. C'est les aléas de la guerre. Mais il avait été pris pour le Christ protestant, cet homme. Le Christ protestant. C'est-à-dire, il était dans l'optique des protestants de l'époque, c'est ça le millénarisme, hein, c'est quelque chose d'armé, vous voyez, c'est une révolution armée. Là, on y est en plein. C'était un prophète, il était vu comme un prophète, et après lui allait venir le jugement dernier sur terre. Il était là pour faire venir Dieu, et le jugement dernier devait venir après lui, sous une optique protestante, bien sûr. Et elle s'est toujours considérée comme une vierge protestante, si vous voulez, voyez. Elle s'est considérée comme une vierge protestante, exactement comme von Ziegler, vous voyez. Sauf qu'elle est devenue catholique. Donc, elle s'est convertie au catholicisme. Oui, elle est pleine de contradictions, hein. C'était une femme tout à fait particulière, hein. Elle parlait 10 langues, elle pratiquait l'art de la guerre, elle connaissait que ses droits et absolument pas ses devoirs, si vous voulez. Vous voyez, elle n'obéissait qu'à Dieu, mais à condition que Dieu fasse exactement ce qu'elle voulait, elle. Vous voyez, par exemple. Alors elle, par contre, on a des certitudes de son parcours alchimique, d'une part parce qu'elle a fréquenté plusieurs alchimistes au Palais Pitti et au Palais Riario successivement à Rome, et également parce qu'elle assistait à deux transmutations. Et lorsqu'on dit assister à une transmutation, en termes voilés, ça veut dire obtenir la pierre philosophale.
consommé l'élixir. Elle a assisté à une transmutation en bourg avec Helvétius et une autre au palais Palombara à Rome, qui a donné lieu à des statues particulières où sont écrits les dates, etc. Voilà, pour la commémoration de son passage au palais. Elle vit au palais Farnèse. Elle Oui, vit, pardon, Papiti, oui, excusez-moi, Farnèse, oui, oui, Farnèse. pardon. Elle vit au palais Oui, Farnèse. Elle, Farnèse, oui, pardon. elle mène une bonne vie, mais à la fin, finalement, elle commence par perdre sa fortune aussi, hein. Mais parce qu'elle a fait assassiner quelqu'un, si vous voulez. Elle a fait, à la fin, elle voulait, je vous dis, elle connaissait que ses droits et pas ses devoirs. Elle a renoncé au trône de Suède parce que, ben, quand on est reine, il faut se reproduire, assurer une lignée. Elle voulait pas se marier, elle voulait pas d'enfant. Donc déjà, c'était mal parti. Donc elle a renoncé au trône. Elle est devenue catholique. Et voilà, déjà. Essayez de le récupérer, Et son trône, mais alors après, elle a essayé de récupérer, dans un premier temps, le trône de Naples. Elle a vu Mazarin pour ça. L'affaire était plus ou moins partie. Elle a essayé, mais alors par contre, elle s'est sentie trahie par un. Mazarin lui a dit ni oui ni non. Il a laissé une porte ouverte. Euh, et là, elle s'est sentie trahie par quelqu'un de sa suite qui aurait prévenu les Espagnols, qui eux étaient à Naples. Et donc, elle a fait assassiner. À partir de là, toutes les cours l'ont rayée, si vous voulez, y compris le pape. Elle a été dégradée. Elle est passée du palais Farnèse au palais Riario, qui était de l'autre côté du Tibre, qui était un peu moins brillant, si vous voulez. C'était le début de sa chute. et donc elle est morte sans enfant. Oui, elle voulait pas se reproduire. Non, c'était quelqu'un de particulier, hein. Elle fumait la pipe, elle jurait, elle avait une voix grave. Vous voyez, c'était un guerrier, cette femme, hein. Ouais. Donc ça s'arrête avec Atwood Oui. en 1910. Ouais, oui. Est-ce que vous pensez qu'à notre époque, il y a encore des femmes qui touchent à ça? Là, c'est une question, c'est un truc à se brûler le bout des doigts. Je m'avancerai pas trop, mais je sais qu'il y a je sais, enfin, je connais des femmes qui connaissent bien le domaine quand même, hein. Et pas Oui, forcément des femmes de pouvoir. dans le pouvoir dans certains domaines quand même, voilà. Oui, mais là, c'était quand même la plupart des Ah reines. oui, non, non, mais alors là, je connais pas des gens assez haut placés, je connais pas des reines, ni des présidentes. Non, je peux pas, non, je sais pas. Mais ces femmes-là ont un certain pouvoir quand même dans quelques domaines. Oui, il Il faut existe des dire que femmes les femmes, elles ont quand même pris du pouvoir. Maintenant, on peut être député, on peut être. Voilà, je veux dire, il y a peut-être des députés ou des ministres, femmes de pouvoir. Je sais pas, je pense à Elisabeth Borne, qui pourrait, quelque part, je ne dis pas qu'elle est alchimiste, mais qui pourrait avoir Qu'est-ce qui vous fait penser à ça? Moi, je me mêle pas des gens vivants. je pense à elle parce qu'elle ressemble un peu à la dernière, là, Christine de Suède. Ah bon? Bah, physiquement, oui, je pense une nana comme ça, cheveux courts. Enfin voilà, je veux dire, c'est un peu. C'est quand même quelqu'un d'intelligent. Elle est polytechnicienne quand même, Mais hein. je dis pas qu'elle n'est pas intelligente. Quand même. Je dis que ça pourrait être l'alchimie qui lui a fait monter les échelons. C'est ça que je veux dire. Ah, ça, je pourrais pas vous dire. Je pourrais pas vous Est-ce dire. qu'il y a Je des pourrais pas vous femmes dire. qui, Pourquoi pas, hein? à notre époque, Non, non, mais j'ai remarqué que vous essayez déjà depuis la dernière interview de calquer le passé sur notre époque. Mais je vous dis, moi, je vais pas jusque-là, hein. il y a quand Je même eu. reste dans l'histoire, hein. Alors justement, il y a eu l'époque de la Renaissance, il y a eu l'époque du Moyen Oui, Âge, il y a eu l'époque de la, comment on appelle ça, là, de l'industrialisation. On est dans quoi, là, depuis 2000, là? On est dans quelle époque, là? Quand on nous l'intelli- regardera si on existe encore. l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Faut y Alors, aller. ça va être quel nom, ça? Est-ce qu'il y a un côté alchimiste? Il n'y a pas de côté alchimiste. Ah, ben ça, c'est peut-être quelque chose pour le futur, hein. Si on met de l'alchimie dans l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle va nous faire de l'or? Ah, mais posez la question à ChatGPT, par exemple. Déjà Je même. veux, je veux de l'or, donne-moi la formule. On va voir. Mais moi, ben, il va me dire de prendre du plomb et de faire la guerre. C'est ce qu'on revient au début on revient au début. En faisant la guerre avec le plomb, on fait de l'or. Pour ceux qui sont déjà bien placés, pas pour les pauvres. C'est risqué, hein. C'est risqué, mais on est en plein dans C'est les risqué. risques en ce moment. Donc j'ai Non, l'impression. non, non, mais croyez pas qu'il y ait des gens. Non, tout le monde prend des risques, hein. Les capitalistes font la guerre entre eux, hein. Même les rois, etc., les chefs d'armée, il n'y avait pas les pauvres d'un côté, les riches de l'autre. Les riches se battaient entre eux, il y avait des morts.
C'est un pari où on parie sa vie, hein. C'est pas, c'est un champ de bataille. Attention. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on vit là dans notre terre en 2025 si c'est pas des pays qui sont en guerre? Bon, c'est plus maintenant Florence qui veut être récupérée par les Autrichiens, mais ça revient au même. Je fais pas un traité de géopolitique. Je vous parle Non, mais d'alchimie. j'essaie de Je vous savoir. parle, non, non, je vous parle d'alchimie. Où est l'alchimie dans les guerres modernes? Moi, je sais pas. C'est quand même ça, le deuxième, la deuxième variable importante du point de vue de ce que je traite, moi, vous voyez? Où est l'alchimie dans tout ça? Je sais pas. Ben, où Euh, était-elle dans les guerres anciennes? Si ce n'est que Pardon? dans les guerres anciennes, elle était là avec Ben, des gens qui avaient du pouvoir et qui, comme vous le dites, qui convertissaient le plomb en or. oui, mais parce qu'il y avait des alchimistes. Ces femmes étaient alchimistes au titre de la pierre philosophale et au titre du pouvoir, les deux. Non, mais moi, je parle dans le symbolisme, hein. C'est-à-dire Hmm. que pour obtenir de l'or, il faut croiser le fer, quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça qui, surtout que j'ai retenu de votre livre, c'est que rien n'est nouveau sous le soleil, sauf que les femmes, elles vivent un peu plus longtemps maintenant. Elles perdent moins d'enfants en bas âge. Elles perdent moins leurs parents aussi, parce que toutes ces femmes, elles se retrouvaient pupilles, enfin, orphelines très tôt. Enfin, il Oui, y a c'est affreux, c'est affreux. l'évolution de la société, il y a quand même eu une évolution, ça c'est clair. Ce qui tuait à l'époque, c'était l'infection, hein. C'était Ben, pas tellement. Ce qui tuait, c'était l'infection. Vous aviez, par exemple, un abcès dentaire, vous étiez morte, vous voyez. C'est ça qui tue à l'époque. La grande révolution, du point de vue de la médecine, sont les antibiotiques, en fait, hein, vers 1950, un peu avant, vous voyez. ouais, avant déjà. C'est clair que c'est comme il y a très peu de femmes écrivains avant la fin du 19e, là, parce que les femmes n'avaient même pas une chambre à elles pour pouvoir écrire, je veux dire. Mais Elles non, mais attendez, avaient- comprendre une chose. La femme alchimiste, c'est une exception. Il y en a eu très peu. Oui, par rapport à toutes ces femmes qui avaient du pouvoir, on est d'accord. Et par rapport aux femmes qui ont du pouvoir, et même par rapport, aux femmes en général, il y en a eu très très peu. Moi, j'en ai trouvé 12. Vous voyez, Mm. avec tous les siècles qui sont balayés, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait une ou deux par siècle, enfin peut-être une, vous voyez, ou une ou deux, quoi. Enfin, c'est pas, c'est une rareté quand même, hein, la femme alchimiste. C'est pas. Les hommes aussi, il n'y en avait peut-être pas tant que ça non plus. Oh, non, non, il y en a beaucoup plus. Ils ont des professions beaucoup plus modestes. Ce sont des apothicaires en général, vous voyez, des médecins, des astrologues. Enfin, c'est pas. Il y en a très peu des hommes alchimistes qui accédaient au pouvoir. Il y en a très peu. Non, non, c'est une particularité des femmes, hein. Être alchimiste, c'est déjà c'est accéder au pouvoir ou bien se poser en contre-révolutionnaire armé, comme celle dont on a vu les exemples, pour essayer d'accéder au pouvoir d'une manière ou de l'autre. Vous voyez, c'est pas, ce sont Et des de, femmes de caractère, hein. et de changer les choses. De changer les choses, bien sûr, mais bien sûr, oui. Ouais, par exemple, c'est le cas euh, de, de Jones, Catherine Jones, qui avait épousé le camp de Cromwell, qui ont décapité le roi Charles I, qui ont fait la révolution d'Angleterre, si vous les voyez. Bon, parce que Charles II, son fils, 14 ans après, est venu au pouvoir. Elle a eu la vie sauve parce qu'elle avait beaucoup de frères qui étaient restés royalistes. Sinon, vous voyez, ça serait mal fini pour elle, hein. Elle avait été dans le parti qui a prononcé la condamnation à mort d'un roi, quand même. Vous voyez. Oui, c'était des guerrières, hein. Prenaient des risques. Je ne sais pas si ça va s'arrêter un jour, tout ça. Ah, ça. Alors, vous terminez par l'ordre logique des choses en comparant à ce qui est à importer pour nos femmes alchimistes, nous conduirait alors à considérer un lieu particulier, les monts aurifères du Congo, là où les léopards rôdent nocturnement, à l'origine un possible matriarcat de l'or et un territoire de chasse à ne pas partager, le secret des plantes médicinales ainsi que des poisons et des contrepoisons. Pourquoi Oui, vous finissez par le Congo? à cause des femmes léopards. Ces femmes léopards. Les femmes léopards, là, il faut connaître, hein, c'est encore autre chose. Ce sont des sociétés initiatiques africaines, les hommes léopards, les femmes léopards. Une société millénaire, si vous voulez, voyez. Le mot léopard lui-même, un Africain, ne veut pas dire simplement animal, il veut dire autre chose, c'est notre histoire. D'accord. Et donc, Euh, encore là-bas où c'est se propage un peu partout sur la planète, c'est ça. euh, moi, je suis pas homme léopard, rien du tout, donc je ne peux pas vous dire Je plus ne que ce sais que pas. non, j'ai un peu lu de ci, de là, mais enfin, ça existait tout ça, oui. Ce sont des femmes initiées qui sont dans les montagnes aurifères du Congo.
le rôle de léopard, effectivement, et qui tiennent à la fois les mines, le pouvoir et les léopards, si vous voulez, vous voyez. Ce sont des femmes alchimistes. Ok, qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure? Je vais vous demander à vous ce que vous aimeriez, comment vous avez perçu le livre et comment est-ce que Moi, vous... la conclusion, elle a été faite, c'est que j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec ce qu'on vit maintenant, en ce qui concerne le millénarisme, en ce qui concerne la quête de pouvoir, transmuter le plomb en or. Pour moi, c'est très symbolique, mais c'est ce qu'on vit là. Il y a des trous dans les caisses de l'État. Moi, j'ai vu qu'il y avait des mariages qui se faisaient pour combler les trous. Enfin, voilà, que des histoires d'argent, de guerre, et aussi ces femmes, la place de la femme, c'est-à-dire ces femmes qui étaient puissantes et c'est ce peu de femmes puissantes qui ont réussi quand même à, ben, pour l'une, de trouver un produit pour permettre que les enfants vivent, parce que c'était quand même à l'époque. Puis pour d'autres, malgré tout, toutes les malheurs qui leur arrivaient, parce que le fait d'avoir de l'argent, ça ne suffit pas. Je pense qu'elles avaient quand même plus leurs parents, donc elles ont réussi à faire de leur vie. Je pense à la première qui avait que 30 ans et qui a quand même fait beaucoup de choses, la première des Médicis. Effectivement, la plupart des gens étaient orphelins en moins d'un ou deux parents. C'était la règle, hein, à cause des infections. Et les gens se mariaient très tôt. Les gens se mariaient très tôt. Ils avaient des enfants, beaucoup, la plupart mouraient. Ce sont des époques tout à fait différentes des nôtres, hein. Voilà, l'histoire a retenu notamment les dynasties parce que quand vous appartenez à une dynastie, si vous êtes reine, il y a toujours des historiens qui s'intéressent à vous, vous voyez. Déjà, vous voyez Herculani qui était une simple apothicaire, on retrouve pratiquement rien sur elle. Le livre Les femmes alchimistes est publié chez Dervy. Vous vous appelez Grégoire Brisset avec deux S et vous êtes parti sur vous continuez sur l'alchimie. Non, je vais passer à autre chose. En 2026 va sortir chez Derby, qui me fait l'honneur de publier un autre ouvrage, tout à fait autre chose. Mais je vous en ferai part en temps voulu si ça vous intéresse. D'accord, ce sera la surprise. Oui. Vous savez, je vais vous dire, si je puis me permettre une dernière phrase, j'ai fait une recension des ouvrages sur les femmes alchimistes. J'en ai trouvé deux uniquement en Amérique. Je ne sais pas si vous voyez. Deux professeurs d'université. En France, il n'y en a pas. À mon avis, cet ouvrage, c'est le premier ouvrage sur les femmes alchimistes en France. La place de la femme dans l'alchimie, c'était pas gagné, quoi. Non, c'est pas gagné. Non, non. Il y en a trois qui ont écrit des livres, les expériments, l'autre sur les sciences naturelles, et puis Atwood avec ce titre très très long. C'est un excellent ouvrage, vous voyez. Ça fait trois traités, en fait, si vous voulez, sur 12, vous voyez. Merci beaucoup. Merci à vous.